Bonjour et bienvenue à tous sur Innovga le Pod, le rendez-vous des entrepreneurs, des visionnaires et de ceux qui osent. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Claire Asseco, qui est consultante en stratégie d'affaires et en transformation digitale. Bonjour Marie-Claire Asseco. Bonjour Antoine. Comment allez-vous? Je vais bien et toi? Alors super. Est-ce qu'on se tutoie ou on se tutoie? Effectivement, j'étais en train de me demander, je pense que vu que nous nous connaissons déjà et que nous avons pas mal de choses que nous avons partagées, on va aller sur le tu et non le vous. Super. Alors, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ouais, je vais super bien. Pas trop de soleil aujourd'hui? Si, mais ça va quand même. Ça va. Depuis un temps. Il a pas plu et tout, donc ça va, on gère. Ouais, mais ça fait combien de temps que tu es au Gabon? Là, ça va faire bientôt 5 mois que je suis là. Donc oui, non, je ne me suis pas habituée à la chaleur, mais ça passe. Non, mais c'est bon alors. Et donc, tu nous reviens du Canada? Oui, c'est la première fois, je pense, que je passe autant de temps à Libreville depuis que je suis partie. Et je suis partie de Libreville il y a pratiquement 17 ans et demi. Là. Je pense que là, on est à 18 ans à peu près que j'ai quitté Libreville. Donc, depuis tout ce temps, je vis à Montréal. Et non, ça fait du bien de revenir, de voir un peu ce qui se passe, de rencontrer de nouvelles personnes. Effectivement. De qualité. Non, nous sommes tous de qualité. Alors ça m'amène à poser la question, qu'est-ce qui t'a emmené à voyager? Pourquoi est-ce que je suis allée étudier à l'étranger? Ah, donc c'était pour les études? Oui, c'était pour les études, parce que déjà à l'époque, je voulais être ingénieur et spécifiquement ingénieur des procédés. Et je ne trouvais pas, il n'y avait pas nécessairement de programme de ce style-là disponible, à moins peut-être d'aller à Masuku. Mais mon père, j'avais moins de 17 ans. Donc il ne voulait pas. Donc il était en mode, ma fille ne va pas aller là-bas. Baya. Et il a dit non, ma petite fille, ma fille de la barrière, elle va aller là-bas. Baya, c'est dur. Donc, il a dit non. Et donc, c'est de là, en fait, qu'en cherchant les établissements et tout, j'ai trouvé intéressant d'aller au Canada, avoir un paysage différent, justement, de l'Europe et tout. On parle d'éducation, on va alors parler de ton parcours. Comment est-ce que tu as commencé? Où est-ce que tu as appris? Quelles sont les écoles, les établissements que tu as pu fréquenter lorsque tu étais ici au Gabon? On va commencer loin en arrière, mais j'étais à Jean de La Fontaine. Donc les Oisillons, on était situés, peut-être que ça existe encore aujourd'hui, mais on était situés derrière ce qui est devenu Michel Dira, donc près du bord de mer, pour tout mon primaire. Ensuite, je suis allée au lycée d'application Nelson Mandela. Oui, je suis allée là-bas. Je suis restée là-bas jusqu'en classe de 3e. Donc après mon BEPC, je suis partie au lycée français. Puis du lycée français, je suis partie dans une série scientifique, donc l'équivalent de la série C. Dans le système gabonais. Puis de là, je suis partie à Montréal après avoir eu mon bac S. À Montréal, c'était pour faire des études d'ingénierie. Donc ingénierie chimique ou ingénierie des procédés. Puis pour des raisons personnelles, j'ai arrêté le programme où je ne suis pas ingénieure et je me suis redirigée vers le marketing. Puis du marketing, j'ai eu la chance de croiser des mentors, des managers, d'arriver dans des entreprises au bon moment aussi, qui m'ont amené à faire de plus en plus de technologie. Donc au départ, c'était de la technologie marketing, puis jusqu'à aujourd'hui, maintenant, juste de la technologie, en fait. Puis j'adore ça. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé à vous spécialiser dans la transformation digitale? Parce que j'ai participé à des projets digitaux. Et dans ces projets, moi, j'étais vraiment plus une intervenante ou une actrice et tout. Je travaillais en tant que contributeur individuel. Et je me suis rendu compte que le succès de la transformation digitale ne repose pas uniquement, voire peut-être même pas du tout, sur la technologie qui a été choisie. Il y a vraiment d'autres facteurs comme, par exemple, l'intégration des employés, la gestion du changement, la gestion des parties prenantes, l'analyse à faire, etc. Et je me suis dit, ça correspond à mon besoin de continuer d'apprendre, continuer d'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles bonnes pratiques. Et vraiment, je pense que la transformation digitale, c'est pluridisciplinaire par défaut. Et c'est ça qui m'intéressait le plus. Alors, peux-tu partager un projet sur lequel tu as eu à travailler et dont tu es la plus fière? Alors, il s'agit d'un projet de qualité de données, en fait, qui implique la qualité des données. Et dans ce projet, je devais évaluer pourquoi est-ce que les courriels, les emails que l'entreprise envoyait fonctionnaient moins bien.
selon ce que le vice-président disait. Et ça, c'est en quelle année? C'était en 2018. 2018. J'étais conseillère en automatisation du marketing et campagne numérique. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, en fait, mon employeur avait à peu près... On avait une 90 campagnes qui roulaient en tout temps. Donc, c'était vraiment c'était l'analyse de la qualité du canal email et de voir, en fait, quels sont les différents facteurs qui viennent impacter la qualité des emails ou qui viennent impacter la qualité de l'engagement qu'on peut avoir. Et en fait, c'est mon projet préféré parce que vraiment, j'ai travaillé, on a dû analyser à peu près 4,8 millions d'emails qui avaient été envoyés dans les 2-3 dernières années. Ça nous a pris 8 à 9 mois à peu près. J'ai travaillé avec un scientifique des données, déjà un ingénieur des données pour aller chercher toutes les données dont j'avais besoin, que ce soit le nombre de personnes, les emails des personnes qui ont reçu les courriels et tout. Et j'ai travaillé avec un scientifique des données parce qu'il fallait les nettoyer et ensuite leur donner du sens, en fait, leur expliquer, en fait. Il m'a dit, en fait, moi, j'ai besoin d'hypothèses. J'ai besoin que tu me donnes des hypothèses que je vais aller vérifier dans les données. Et on a vraiment eu un travail, on a travaillé très étroitement. C'est devenu un de mes très bons amis d'ailleurs. Ça nous a permis à la fin du projet, en fait, d'établir la boîte de survie de l'engagement des abonnés à nos emails. C'est-à-dire qu'on était capable de dire que à partir entre, disons, je sais pas moi, 3 semaines et 6 semaines ou 8 semaines, l'abonnement meurt, l'engagement meurt. Et il n'y a plus aucun moyen de rattraper la personne, en fait. Et donc, de là, on a vraiment pu aller raffiner le canal email pour s'assurer que dans cet intervalle de temps, on a des mécanismes qui viennent rattraper les gens qui sont en perte de vitesse, donc parce qu'ils avançaient dans nos campagnes, mais aussi aller générer plus d'engagement, en fait. Et ça, c'était vraiment un de mes projets préférés parce que ça a changé ma relation aux chiffres. De voir en fait comment le scientifique des données me parlait, il me disait mais là il faut faire attention à tel chiffre, en fait tu peux faire dire n'importe quoi à tel chiffre. Et l'ingénieur qui me dit oui là c'est compliqué avec les bases de données, les données ne sont pas organisées et tout, donc j'ai vraiment appris beaucoup en fait. Alors le scientifique de données et l'ingénieur de données, quelles sont les particularités de ces personnes? Quand est-ce qu'on est ingénieur de données? Quand est-ce qu'on est scientifique de données? Est-ce qu'il y a des différenciations sur ces deux personnages? Est-ce que c'est au niveau de la responsabilité ou bien c'est au niveau du parcours? Ça va être, je pense, au niveau du parcours et des intérêts de chacun. La différence majeure, c'est que l'ingénieur des données, son rôle, c'est de pouvoir de t'aider à te connecter à une source de données. Ah, d'accord. C'est vraiment ça, en fait. Et le scientifique, lui, ce qu'il peut venir faire... Il y a une partie qui se ressemble, c'est-à-dire que l'ingénieur, lui, s'assure qu'il te connecte à la bonne source. Il ne vérifie pas nécessairement la qualité. Donc, est-ce que les données sont de bonne qualité? Est-ce que c'est à toi de vérifier, de savoir en tant que client, est-ce que ce sont les bonnes données qu'il est allé me chercher? Mais lui, son travail, c'est ça, c'est de s'assurer que tu as des données qui sont fiables, qui se renouvellent, etc., pour ce que tu veux. Ensuite, le scientifique des données, c'est là que, dépendant de l'entreprise, les rôles peuvent être similaires. Il peut y avoir une partie de nettoyage aussi. D'accord. Parce que lui, il ne sait pas d'où viennent les données. Les données. Donc, avant de les analyser, il va te poser des questions. Elles viennent d'où? Elles sont rafraîchies à quelle fréquence? Est-ce qu'il y a des données manuelles? Est-ce qu'il y a des données qui sont générées automatiquement? Et lui, de là, en fait, si tu veux, le scientifique des données, il va appliquer des modèles mathématiques à l'analyse de tes données pour en faire ressortir des patterns, là, des comportements ou des modèles qui sont récurrents. Pour te dire, nous, on remarque que, je sais pas moi, un truc qu'on a remarqué, c'est que les personnes qui avaient des adresses qui étaient en vidéotron.ca avaient tendance à ouvrir les emails toutes les 3 semaines. Un truc comme ça. Donc, lui, ça va être ça, son travail. Et l'ingénieur, lui, ne fait pas ça. C'est vraiment s'assurer que tu as les données, elles sont fiables, elles se rafraîchissent. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien ce que tu voulais comme données, le format et tout est correct, en fait. D'accord. Mais tu vois, ça, c'est un rôle que je ne savais même pas que ça existait. Tu as découvert et tu t'es dit, j'ai vraiment découvert ça. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à explorer leur curiosité et aller dans des environnements différents. Ce que j'ai appris quand je travaillais en marketing numérique dans une entreprise de sécurité, c'est complètement différent que ce que j'ai appris quand je travaillais dans la banque, complètement différent de ce que j'ai appris quand je travaillais avec un développeur logiciel, tu vois. Oui, et la taille de l'entreprise veut pas aussi a un impact sur la profondeur ou la complexité de ce que tu vas apprendre. En travaillant pour une entreprise complexe, tu découvres, ils ont les moyens en fait d'avoir et un ingénieur et un scientifique.
Mais il y a une entreprise qui n'a pas les moyens. C'est la même personne qui fait tout. C'est la même personne qui fait tout, effectivement. Exactement. Donc ça t'ouvre déjà à... Moi, en tout cas, ça m'a ouvert à des rôles, des fonctions au sein d'une entreprise que je n'imaginais pas du tout, comme des architectes d'affaires. Et c'est là que j'ai eu l'idée, en me disant, la transformation digitale, on avait un architecte d'entreprise où lui, son travail, en fait, c'est d'orchestrer ou d'articuler tous les différents domaines de l'entreprise, tous les différents piliers, en fait, de la stratégie d'affaires de l'entreprise. Donc, les données, la gouvernance, la gestion de la vie privée, la stratégie d'affaires, c'est mettre tout ça ensemble pour créer une architecture à l'entreprise qui lui permet de vraiment tirer profit au maximum, en fait, de toutes ces différentes compétences et expertises. Alors, on entend parler depuis ces dernières années de transformation digitale. C'est quoi exactement? Je dirais que c'est l'utilisation d'outils numériques pour augmenter la productivité d'une entreprise. Augmenter la productivité d'une entreprise, ça peut passer par augmenter celle des employés. Ça peut passer par augmenter les ventes, etc. Donc, ça va vraiment être comment est-ce qu'on peut aller utiliser la technologie pour faire plus ou mieux, en fait, dans le même espace de temps. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est impératif que les entreprises ou les PME se lancent et se ruent vers une transformation digitale? Je vais nuancer ça, parce que moi, dans ma pratique, en tant que consultante et coach, je vais beaucoup questionner mes entrepreneurs qui veulent faire de la transformation digitale. D'accord. Et ce n'est pas une obligation? Ce n'est pas une obligation, parce que la transformation digitale, ça coûte cher, en fait. Mais à l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle, je pense que les entreprises, pour mieux se positionner, devraient faire ce pas vers la transformation digitale. Oui, mais on revient toujours à est-ce que cette transformation digitale elle est au service de ton client, in fine? Est-ce qu'elle se met au service de ton client? Parce que tu peux avoir un nouveau système de gestion de la relation client, mais ton service à la clientèle laisse toujours à désirer, en fait. Donc, il faut... ce que la technologie fait, c'est qu'elle nous permet soit, comme je dis, de faire plus ou de faire mieux ou de faire de façon plus réactive, par exemple. Mais si ton service à la clientèle est mauvais, c'est pas en achetant un meilleur téléphone que les gens qui répondent au téléphone à tes clients vont mieux répondre. Tu vois? Donc, moi, mon approche, c'est que la technologie n'est pas la solution à tout. C'est la solution à beaucoup de choses. Elle va venir aider à faire plus de ce que vous faites mieux. Mais si vous mettez de la technologie dans un endroit où vous faites les choses mal, ça va juste augmenter aussi ce que vous faites qui est mal. Qui est mal, effectivement. Donc, c'est pour ça que je vais nuancer. Moi, je reviens toujours à comment est-ce que cette amélioration-là va avoir un impact sur l'expérience de ton client. Comment ça va avoir un impact sur la qualité de ton produit. Et surtout, même la qualité de ton produit, est-ce que tu vas pouvoir refléter cette augmentation de la qualité du produit sur le prix du produit? Est-ce que ton client est prêt, il est prêt à payer, je sais pas moi, 25 000 francs CFA de plus parce que tu as acheté un CRM, tu vois? Est-ce qu'il est prêt à ça? Non, lui, il va se dire, mais pourquoi tu reflètes le coût sur moi, en fait? Donc, c'est toujours à se demander quel est l'impact que je veux avoir sur mon client? Comment est-ce que la technologie va me permettre d'avoir un impact sur la qualité de ce que j'offre à mon client, l'expérience que mon client a avec moi? Comment est-ce que ça m'aide à mieux répondre aux besoins de mon client, à mieux gérer le problème que je me suis attelé à résoudre? Mais c'est pas systématique, parce que aussi la transformation digitale, elle est différente dépendant de notre industrie, parce que les clients sont différents. Les priorités de quelqu'un dans la manufacture, c'est pas la même chose que les priorités de quelqu'un dans la pêche. Dans la pêche, ouais. Tu vois. D'accord, je vois. Alors, donc du coup, quels sont les principaux freins à cette transformation digitale, selon vous? Je pense que dans les freins que je mettrais, comme j'ai dit, le coût, le fait que ça peut coûter cher. Pas à tous les coups, mais ça peut coûter cher. Il y a les compétences aussi. Par exemple, on va avoir un nouveau système de gestion de la relation client, on va avoir un nouveau système d'email, mais il n'y a personne dans l'entreprise qui sait utiliser ça. Du coup, ça devient un peu redondant à chaque fois que... Ça veut dire qu'il faut payer quelqu'un à chaque fois. Ça veut dire que, donc déjà, le coût initial va être élevé. Le coût de maintenance et d'optimisation aussi, il va rester... peut-être pas élevé, mais il va être constant parce que tu as tout le temps besoin de quelqu'un pour venir s'occuper de ça. Et la dernière chose, je dirais, c'est aussi les risques de sécurité, en fait, tout simplement. La transformation digitale, avoir des données de nos clients, nos données aussi à nous qui sont aussi... données.
etc., qui sont peut-être hébergés sur des serveurs à l'extérieur du pays, etc. Tout ça nous rend plus vulnérables en fait à des attaques de cybersécurité. Et donc après, on peut, si la réglementation suit ou pas, on peut aussi en faire les frais en fait. Donc moi, c'est plutôt pour ça que donc je pose toujours la question à mes clients en fait. Est-ce que vous avez des gens parce que tu peux avoir le meilleur outil si les gens ne veulent pas l'utiliser. J'avais un super CRM, j'avais des directeurs de compte qui m'ont dit, moi, ça fait 30 ans que j'écris à la main dans mon Rolodex, dans mon carnet de notes, les numéros des gens. Wow. Donc, devoir aller sur mon ordinateur et commencer à taper tous ces éléments-là. Ouais, pourquoi je vais faire ça? Donc, on va dire pour contourner ça ou pour les aider, on a mis en place un système de reconnaissance optique qui fait que quand ils rencontrent quelqu'un, ils prennent une photo de la carte d'affaires et ils l'envoient vers une boîte mail qui va traiter et l'ajouter automatiquement au CRM. D'accord, avec le contact, le mail et tout le reste. Wow. Mais au moins, pour arriver à ça, c'était pas évident. Ah, parce qu'après, prendre l'habitude de dire que je vais filmer. De prendre une photo. Et alors tu prends la photo, tu gardes la carte d'affaires. Ah. Donc, c'est pour ça que la transformation digitale, ça dépend de ce que tu as besoin de faire, en fait. Nous, c'était le consentement, c'était vraiment quelque chose, c'était un enjeu réputationnel. Et il fallait trouver une façon de collecter le consentement des personnes qui le collectent facilement sur le terrain. Comment on fait? Nous, on est au bureau chef. Lui, il est à 6 heures d'avion. Comment on fait, en fait? Là, ça vient répondre à une problématique. Mais juste de dire qu'on va faire parce que c'est ça que tout le monde dit. Parce que c'est à la mode, la transformation digitale, à la mode, etc. Non, ça se comprend. Vous allez avoir un beau logiciel que personne ne va utiliser. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait, bien que ce soit mode, mais ce n'est pas aussi le fait que ça ait plusieurs avantages, on va le dire comme ça? Ça a plusieurs avantages, comme par exemple le fait que pour une entreprise physique de se transposer dans le monde numérique, ça lui permet peut-être de servir des clients qui sont hors de sa zone géographique. Ce qui amène un défi, comment tu fais pour bien les servir? Oui, ils vont te voir, ils savent que tu existes, tu as un site internet, tu fais des publicités, tu fais des podcasts, donc ils savent que tu existes. Maintenant, comment tu fais pour les servir au même niveau de qualité que ce que tu sers, tu vois? Et ça, bêtement, si tu y penses, c'est le même problème que les filiales ont. Ici, on a KFC. Comment KFC fait pour s'assurer que vous avez le même service, en fait? Ils sont venus trouver des partenaires. La même chose avec Paul. Ils sont venus trouver des partenaires, de vérifier. En fait, donc, la transformation digitale, c'est un paquebot à bouger. Wow. En fait, donc tu vas te retrouver à dire oui, c'est un truc qui est super. Qui est à la mode, c'est intéressant. Ça va me quand tu vas commencer, doubler. Ça va être un peu plus compliqué, en fait, de le mettre en place. Et surtout, je pense que là, on est dans une vague où on en parle plus à cause de la Covid, tout simplement. Oui, effectivement, ça a été mis en avant lors de la COVID-19 qui a frappé tout le monde. Et donc, ça a incité, ça a amené les gens à travailler depuis chez eux la plupart du temps. Et vraiment, le fait de ne pas pouvoir être au contact direct du client emmenait les entreprises à migrer vers une transformation digitale qui faisait qu'ils étaient plus accessibles, ils avaient plus d'accessibilité, ils pouvaient toucher plus de clients. Le fait d'avoir cette technologie-là, de l'avoir au sein de ces opérations, ça peut peut-être aider à décentraliser un peu les opérations et à nous rendre moins vulnérables parce que tout n'est pas concentré en un seul endroit. En un seul endroit, mais effectivement. La contrepartie de la décentralisation, entre guillemets, c'est que c'est peut-être plus difficile de garder la qualité du service cohérente, la qualité du produit cohérent, la synergie entre les équipes, etc. Donc, parce que vous avez, par exemple, des clients qui peuvent venir de la Chine, des États-Unis, de la Belgique. Comment est-ce que vous arrivez à... Si ton équipe n'est pas habituée à gérer, par exemple, des clients du Canada. Oui. Alors que le produit, on va dire que c'est un produit qui se fait au Gabon, etc. Donc, déjà, les cultures sont différentes, les approches sont différentes. Du coup, est-ce que vous êtes capable... Ouais, je comprends. Ouais. Parce que, par exemple, tu as parlé de la Chine. Exemple simple. La Chine a beau être super développée. La minute où tu rencontres un Chinois ou un Coréen, votre relation d'affaires va augmenter. La qualité de votre relation d'affaires va augmenter. Parce que tant qu'ils ne te voient pas là, c'est culturel. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas que non. C'est juste, il faut qu'ils voient la personne avec qui ils font affaire, ils vont t'amener manger. Ils aiment amener les gens manger, boire et tout. Donc tant qu'ils t'ont pas vu là, tu peux être le gars le plus réglo ou quoi. Lui, c'est la personne qui l'a vu. Mais la minute où il t'a vu, il a parlé, il a senti ta vibe et tout. Votre relation d'affaires, la qualité de votre relation d'affaires va augmenter. En fait, ça n'a rien à voir avec la technologie. Après, je pense que c'est un impact considérable à ne pas négliger parce qu'on se dit, OK, transformation digitale, OK. Mais il y en a, par exemple, la plupart des clients, comme je le disais dans le podcast précédent, il y a des clients qui veulent te voir,
Comme tu as dit là, il y a des clients qui veulent échanger avec toi, qui aiment la partie humaine de la chose. Voilà. Donc, c'est vrai que ça ne va pas fonctionner à tous les coups. Mais quand même, il faudrait que le client aussi ait la culture de la transformation digitale. J'arrivais là. Si ton client... n'a pas cette culture-là, franchement, parce que moi, je suis tombé sur des clients. Je voulais mettre en place, on va dire que dans mon entreprise de production audiovisuelle, je voulais mettre en place un fichier un formulaire à remplir qui me permettrait de savoir lorsqu'un client me contacte directement quels sont les besoins par exemple du client directement. Donc il va remplir. Qui a rempli le formulaire là? Personne. Ça c'est un. Ensuite dès que j'ai proposé à 2 clients de le faire, sauf que les 2 j'ai ressenti dans leur retour la réticence. Vraiment ils se sont dit ok mais ok, c'est nouveau, c'est une innovation. J'ai envie de te parler, on vient d'avoir une discussion avec toi. Voilà, il y a des clients, par exemple, c'est en discutant avec toi que leur idée arrive à un peu être plus claire. Peut-être qu'ils te contactent parce qu'ils ont... Dis-moi ce que tu veux. Voilà. En fait, moi, je comptais sur toi, on allait parler et ça allait m'aider à dégager un peu ce dont j'ai vraiment besoin. Effectivement, et à ce niveau. Pourtant, je leur ai expliqué que c'est juste une étape avant la prise de rendez-vous. Et moi, ça me permet de pouvoir recadrer même les éléments qu'on devrait échanger, sur lesquels on devrait échanger le jour. Je te pose la question. C'est une question que un de mes clients m'a posée. Si je réponds pas bien, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas rendez-vous? C'est ça. C'est là. Pourquoi tu veux que je réponde? Effectivement, je pense que ça a été aussi à ce niveau que le blocage s'est présenté. C'est pas la technologie, le formulaire, le problème. Wow. C'est la relation que la personne veut avoir avec toi. Wow. En fait, tu vois. Et peut-être que ça prend quand la personne va être convaincue, elle va voir que tu es présente et tout. Donc, la prochaine fois, peut-être qu'elle va le faire, tu vois. Mais des fois, le client n'est pas prêt. Parce que tu peux avoir la meilleure technologie, tu peux le faire pour ton efficacité à toi, mais si ça te déconnecte de ton client, de ta source de revenus, qui va payer pour ta nouvelle technologie? Effectivement. Et déjà que la transformation digitale, ça coûte énormément cher. C'est ça. Tu vois? Donc, faut vraiment y penser. Il faut se poser les bonnes questions. Et moi, je pose toujours 2 questions à mes clients. Qu'est-ce qui doit changer? Et ensuite, qu'est-ce que vous êtes prêt à changer? Wow. Et ça, je t'avoue que le client qui me dit que non, lui, il n'a pas de problème, lui, c'est que lui, on ne peut pas travailler ensemble. Ouais. Et du coup, c'est ce qui nous amène à poser la question. Quelles sont donc les étapes clés que tu conseillerais pour une bonne transformation digitale? Quelques étapes clés. Parce que là, on parle, par exemple, du fait que les clients devraient être, peut-être pour certains, informés. Envoyer aux clients, par exemple, je sais pas, un questionnaire pour proposer une amélioration de nos services, etc. Et pour savoir quels sont les clients qui seraient aptes à passer ou à vous suivre dans cette transformation digitale. Donc, quelles sont les étapes pour toi qui nous permettent de savoir qu'on passe, qui pourraient être comme conseil pour nous permettre de dire que là, on est en train d'aller dans une bonne transformation digitale. Quelques étapes simples. Déjà, je vais commencer par dire que tout est du business. Tout est du business. C'est-à-dire que avant de venir avec ton produit en disant, moi, je sais tout ce que tu fais mal dans ton entreprise, laisse-moi te montrer. Non. Il faut se renseigner, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Si tu connais des gens qui travaillent là, leur poser des questions pour savoir, en fait, comment est-ce qu'ils gèrent tel ou tel problème, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, en fait. Et de là, tu es capable de pouvoir avoir une offre préliminaire, j'ai envie de dire. Une fois que j'ai ça, parce qu'il faut que la personne veuille te parler. Parce que là, ce que tu me dis, la personne veut déjà me parler. Elle sait qu'elle a un problème, elle sait que j'ai une solution, donc elle veut savoir si je peux appliquer ma solution à son problème. Mais beaucoup d'entreprises, des fois, elles ne savent pas qu'elles ont un problème. Elles ne vont pas te dire qu'elles ont un problème. Une audit, voilà. Tu vois? Donc, l'idée, c'est moi, je commence toujours par comment est-ce que tu éduques assez ton client sur les bonnes pratiques peut-être de son industrie, les bonnes pratiques de ses compétiteurs, de sorte que tu crées une urgence chez lui pour changer. Mais sachant que l'urgence pour changer, c'est pas suffisant. Mais tu crées une urgence chez lui. Chez ton client, tu l'éduques et tout. Et ensuite, tu te positionnes comme étant la solution à son problème. Ou, en tout cas, quelqu'un qui peut l'aider à savoir si c'est un problème que lui, il a ou à le résoudre. Une fois qu'on a fait ça, moi, je commence toujours par un audit, honnêtement, parce que la transformation digitale, il ne faut pas oublier, on passe d'un état A à un état B. En fait, il faut savoir d'où on part, il faut savoir où on veut arriver. Juste ça, là, ça peut prendre du temps. Parce que justement, le client peut te dire, mais je ne sais pas ce qui est possible, machin. Donc, il faut d'abord lui dire, OK, on est à l'état A. L'audit de savoir où est-ce qu'on est et lui demander où est-ce qu'il veut aller. Qu'est-ce que vous voulez, en fait, comme résultat? Parce que quand
quand on parle de résultats, les gens ont tendance à ils savent exactement ce qui ne va pas, mais c'est plus difficile pour eux d'exprimer ce qu'ils veulent, à la fin. Ils disent, à la fin, ils doivent d'abord vraiment se connaître et connaître leur entreprise. Tu vois, donc, l'audit va aider ça. Ensuite, de leur dire, en fait, quelles est peut-être les différentes transformations qu'ils peuvent vivre, les différents états B. Et de là, dire, OK, maintenant qu'on a fait ça, on doit faire un choix. Parce qu'on ne peut pas faire tout. On ne peut pas avoir 5 priorités, sinon rien n'est prioritaire. Wow. Oui, même ça, des fois, tu as des clients qui te disent, oui, 3, 5. Je dis, mais tes équipes ont un cerveau. C'est juste, on débute avec une seule priorité. On débute avec quelque chose. Voilà. Et on va graduellement, en fait. Mais c'est quelque chose qui est difficile à faire parce que, comme je disais, on peut être dans un environnement où les choses bougent assez lentement, puis tout d'un coup, il y a un effet boule de neige, où on doit avancer super vite. Donc, c'est de trouver un équilibre entre comment créer un plan de transformation digitale qui va non seulement peut-être respecter le rythme de l'industrie, mais aussi le rythme des équipes. Les objectifs de mon client, en fait. Wow. Donc, il faut qu'il voit des résultats à un certain rythme, à une certaine fréquence pour se dire, OK, on est en train d'avancer. Parce que sinon, même pour les équipes, c'est décourageant de se dire, en fait, on n'arrête pas de travailler sur ce projet de transformation, on n'est pas encore sorti, en fait. Voilà. Donc, il y a vraiment la partie audit. Ensuite, il y a la partie, OK, là, on va aller définir quel est l'état B. De là, on va se dire, OK, quelles sont les différentes stratégies qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on a besoin d'une technologie, plusieurs, etc. Super important de faire intervenir, si possible, tous les parties prenantes, les personnes qui vont être impactées par le changement. Donc, honnêtement, même un client. Oui, même un client, en fait. Parce que en gestion du changement, ce n'est pas l'état B le problème, c'est le entre-deux. Wow. Les gens n'aiment pas le entre-deux. Mais j'avais cet outil que j'aimais utiliser, ou bien j'avais cette façon de faire que j'aimais faire, et là tu me dis qu'il faut que je laisse pour faire cette autre façon de faire qui n'est pas complètement finie, mais il faut quand même que je laisse ce que je faisais. Je sais pas trop. Donc on a tendance à repartir vers ce qui fonctionne. Ouais. En fait, et ça c'est par exemple en vente, c'est un des défis. Il faut trouver la personne qui a la motivation à changer. Quand on vend quelque chose, parce que il y a beaucoup de gens qui préfèrent quelque chose de médiocre, ils ont la flemme de changer, en fait. Donc, trouver la personne qui a la motivation de changer, qui va être celle qui va motiver ses collègues, qui va motiver ses boss, à dire que non, là, il y a vraiment un gain et tout. Et il y a une urgence à le faire parce que... Il y a une raison de le faire et tout. Ça, c'est la personne qui va te vendre tout ton truc. Et parce que les gens ne vont pas nécessairement changer, donc il faut les impliquer. Et surtout, avoir justement cette boucle d'itération qui permet de livrer de la valeur par incrément. C'est-à-dire que oui, on a ce gros projet-là, mais ce gros projet-là, moi, personnellement, je préfère le briser en différents livrables, incréments de travail, qu'on livre où les gens sentent que les efforts qu'ils font payent progressivement. Ça améliore, par exemple, certaines tâches, certains projets et tout. Et ça les motive à continuer de la même façon que nous, en tant qu'individus, pour changer. Si tu fais du sport, tu veux voir ton des poids petites évolutions à chaque fois. Voici pourquoi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on met des miroirs dans les salles de sport? Aussi. Pour que tu puisses voir. Quand même. Ben oui. Tous les hommes, là, ils disent, je vois mon muscle et tout. C'est ça, il faut se motiver, en fait. Parce que vraiment, là, il n'y a aucun outil, aucune technologie, aucune plateforme qui peut compenser pour quelqu'un qui ne veut pas changer. Normal. C'est qui ne peut pas. C'est pas possible, en fait. Donc, moi, c'est vraiment ça. C'est l'audit, examiner où est-ce qu'on en est. Ensuite... l'idéation de où est-ce qu'on veut aller. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on fait? On propose ce qui existe comme solution. Oui. Et donc, de se dire, OK, ça, c'est l'état final. OK, j'ai cet état final c'est le big picture. OK, mais quels sont les différents éléments, en fait? Et comment est-ce qu'on peut aller tacler ces différents éléments de transformation et livrer de la valeur? Parce qu'il faut livrer de la valeur en continu aux employés, aux personnes qui sont au cœur du changement. Ce n'est pas le boss qui est au cœur du changement, là. Ce sont les employés, les gens qui sont au day-to-day, là, tous les jours et tout. À la partie production à chaque fois. Mais ça n'empêche que le boss qui a convaincu, qui a proposé, lui, il a un boss aussi. Même un CEO, là, son boss, c'est le chef du conseil d'administration. Il doit montrer aussi qu'il est capable, qu'il livre de la valeur en continu pour continuer de financer son projet. Et puis son boss aussi, c'est souvent le client. Tu vois, donc on a tous, il faut jouer des deux côtés, en fait. C'est là que vraiment la gestion des parties prenantes est super importante. Gérer les attentes aussi, c'est important. Les gens ne se disent pas que
on va mettre en place une solution qui, le jour 1, ne va peut-être pas fonctionner à 100%, mais ça va être à 75%. Wow. On compte sur vous pour continuer de l'utiliser, pour casser la machine même. Et de là, on va pouvoir l'améliorer, de sorte que vous pouvez laisser l'ancienne façon de faire avec confiance. Et d'activer la nouvelle façon. La nouvelle façon de faire, en fait. Wow. Et donc, en Afrique, de ce que tu as pu observer, bon, on va parler du Gabon parce qu'on est au Gabon, depuis que tu es arrivé, est-ce que tu remarques qu'il y a un engouement en termes de transformation digitale pour les entreprises ou même encore les institutions étatiques comme les ministères, etc.? Ouais, je t'aurais dit que la différence peut-être majeure que je vois entre l'Occident et l'Afrique et le Gabon en particulier, c'est que le client de la technologie numéro 1, c'est l'État. Ouais. Donc, au Gabon, on a commencé vraiment un gros processus de transformation de l'administration publique. Oui, je vois. Et c'est par ces différents projets de transformation que je pense qu'il va vraiment y avoir une montée en compétences, qu'il va y avoir plus d'investissement dans l'IA, dans les compétences, etc. Je pense que ça va vraiment être par ça. Après, la transformation de la PME, de la start-up ou la transformation des moyennes entreprises, même des grandes entreprises, je ne suis pas sûre, en fait. Donc, la façon dont la transformation va avoir un impact est quand même différente. Parce que je pense qu'ici au Gabon, j'ai remarqué la dernière fois, je pense que en surfant un peu sur les réseaux, j'ai vu que le ministère de l'Intérieur avait mis en place un système ou un lien qui nous permettait de pouvoir vérifier si notre nom était bien effectivement, on approche les élections, c'était de vérifier si notre nom était présent sur les listes électorales et que si tout était bien enregistré. Je pense que c'est une avancée majeure parce qu'à l'époque, il fallait aller faire la queue pour vérifier, etc. Alors que là, par exemple, tu as juste à rentrer sur le lien, aller vérifier, tu tapes ton nom et tu vérifies si tout est bien écrit, si le truc a été bien fait, la région ou la zone dans laquelle tu es inscrite, où tu vas aller au centre de vote, on va le dire comme ça. Donc, je pense que ça, c'est déjà une avancée majeure qui a été faite. Ouais, et justement, ce que tu donnes, ce que tu as donné, c'est un bon exemple parce que si moi, en tant que citoyen, je suis capable de faire confiance à l'État sur ces plateformes numériques, de manière générale, ça va impacter ma relation au numérique. Au numérique. En fait, si je vais sur le site web, un des sites web des différents ministères ou organisations et que je vois que je suis capable de faire des choses qui m'aident, moi, je me dis, je rêve du jour où on peut renouveler son passeport sans devoir aller au CEDOC. Tu imagines? Ça, c'est vraiment un truc où tu te dis que, OK, ça fonctionne bien. Tu vois, et pourtant, mais je pense que ça, c'est déjà possible quand même de le faire. J'ai renouvelé mon passeport par ça, mais il fallait que ma sœur aille sur place prendre mon passeport. Oui, effectivement, parce que je pense que moi aussi, ce qui s'est passé, c'est que ma petite sœur qui est au Sénégal m'a demandé de rentrer mes coordonnées, mon mail, etc., afin de pouvoir me rendre pour aller récupérer le passeport. Ouais. Ah, c'est peut-être cette petite étape-là qui manque. Parce qu'une fois que tu envoies ta demande, tu n'as plus aucune mise à jour. Après, moi, je me dis aussi que c'est l'idée et le fait de récupérer peut-être le passeport en physique. Mais moi, je suis hyper... De là où on part, quand même, c'est hyper contente. Oui, mais déjà, comme je dis, voilà, on a quand même fait... Avant, je prenais l'avion du Canada, de Montréal jusqu'à Libreville pour faire mon passeport. Et là, on a quand même j'ai reçu mon passeport par DHL. C'est moins cher que le billet d'avion. Effectivement, donc, c'était un bon majeur. C'est ça. Et ça, franchement, j'apprécie ça, en fait. Mais c'est des petites choses comme ça aussi qui te font... Tu te dis, ah, OK, si l'État utilise la technologie comme ça, et que moi, en plus, j'en tire profit, c'est que c'est intéressant. C'est intéressant. Tu vois, de te dire, OK, l'État, maintenant, tu peux créer ton entreprise en quelques secondes et tout ça. Avec le guichet unique. Avec le guichet, c'est super. Ça peut te donner des idées, tu vois. Mais c'est là la différence principale. En Occident, ça va être beaucoup l'individu qui va aller influencer les technologies, les entreprises et les individus qui vont influencer la façon dont l'État est beaucoup plus réticent à mettre en place certains projets de transformation parce que justement, il y a les enjeux réputationnels, enjeux d'hébergement des données, de sécurité et tout ça. Effectivement. Alors que là, on est dans un contexte où l'État gabonais voit ça comme une nécessité de se transformer et met en place les différents projets. Je pense qu'il y avait le projet, même... j'ai oublié le projet national de transition, je pense, et du développement. Je pense que 2024-2026, à 5 000 milliards de francs CFA, avec 348 projets ou 350 différents projets qui incluent justement la modernisation de l'administration publique. En fait. Nous avons fait un gros bond
un gros bond dans ce qui est intégration même de l'intelligence artificielle et vulgarisation de ces éléments-là. Je pense que c'est intéressant. Mais au niveau de la transformation digitale, comme tu l'as dit, je pense qu'on est plus influencé par la partie étatique qui montre le chemin, alors qu'en Europe ou en Occident, c'est plutôt les personnes lambda, les entrepreneurs qui essaient de mettre en place des systèmes qui sont influencés et qu'après l'État essaie de voir faire le pour, qu'est-ce qu'on prend pas et tout. Ouais, je vois. Donc, non, il y a de superbes perspectives et tout. Et donc, justement, on est concentré sur la santé, l'agriculture et l'éducation. Mais ça doit venir de l'État, j'ai envie de dire. Parce que c'est le client numéro 1, c'est le client qui va payer et tout. C'est le client qui peut mettre les moyens en marche et tout. Donc, ou alors des partenariats public-privé aussi. Mais il faut... Quel partenaire privé va vouloir investir nécessairement dans l'éducation au Gabon, par exemple? On va avoir beaucoup d'ONG et tout, mais les ONG n'ont pas nécessairement de l'argent non plus. En tout cas, pas autant que ça, en fait. Donc, c'est vraiment l'État, je pense, qui peut l'idée non seulement la sous-région, mais aussi l'idée diriger les populations vers la transformation. Vu que tu as parlé d'ONG qui sont, par exemple, avec des budgets limités, est-ce que ce n'est peut-être pas le fait que la transformation digitale coûte assez cher qui fait que au niveau de l'Afrique, par exemple, plus précisément au niveau du Gabon, comme on dit, il y a que l'État qui a le portefeuille nécessaire pour peut-être... Mais l'État a le portefeuille pour des projets d'envergure, en fait. Donc, moi, je pense déjà aussi, il faut peut-être sortir de la transformation digitale à des coûts initiaux qui peuvent être effectivement, élevés, on en venait à là. Voilà. Qui peuvent être élevés, mais pas nécessairement. Voilà. Donc, quel est donc le budget, les outils accessibles pour permettre... Parce que c'est ça, il y a quand même pas mal d'outils accessibles. Des logiciels comme Oracle, je travaille avec des logiciels comme Microsoft, comme ServiceNow, qui font des choses, ça coûte des millions par an. OK. Mais tu as des logiciels comme Notion qui font la même chose. Tu as des logiciels comme Asana. Asana, c'est très cher, mais tu as Airtable. Donc, il y a toujours... Il y a différents tiers. C'est comme dans les hôtels. Il y a 5 étoiles et il y a 1 étoile, en fait. Après, c'est aussi en fonction du besoin. Je pense que c'est en fonction du besoin. Du niveau de maturité. Parce de l'entreprise. Souvent, tu as des clients, en vrai, tout ce qu'ils peuvent conduire, c'est un scooter, mais ils veulent une Maserati. Wow. Tu as personne pour savoir conduire la Maserati. Le moment où je pars, je vous laisse le volant, la voiture va cracher. Ouais, tu n'as même pas de permis. Tu n'as pas de permis, en fait. Tout ce que tu as, c'est le scooter. Tu es même passager du scooter. Tu montes. C'est ça, c'est que des fois, les entreprises vont vouloir entamer une transformation digitale qui va au-delà de leurs moyens et de leurs compétences. Et ils se retrouvent avec des budgets qui sont hors de contrôle, en fait. C'est ça vraiment le problème. Donc, ce n'est pas obligé de coûter cher, mais c'est de voir, OK, comment est-ce que j'ai ce gros morceau-là? Je commence par où? Je croque où? Ouais. Tu vois? Mais c'est pour ça que l'audit est important. Oui. Parce que ça nous permet de savoir, est-ce que, au vu de la santé de mon entreprise, est-ce que je suis capable de miser sur cet outil pour la transformation ou bien je pourrais partir avec des outils qui sont moins complexes de base et qui nous permettraient aussi d'avancer plus. Le même résultat, tu vois. Voilà, et oui, effectivement, peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, tu vas devoir changer. Je pourrais maintenant investir dans une technologie un peu plus évoluée. Voilà. Et là, tu auras fait... Parce que des fois, c'est un peu... je pense que peut-être que toi, tu le vis avec tes caméras. Oui, tu pourrais prendre des caméras beaucoup plus sophistiquées. Effectivement. Mais est-ce que tu vas vraiment utiliser cette sophistication-là au quotidien? Déjà, alors que quand tu as payé, ça cache. Cache, direct. Tu n'as pas dit que je vais payer au fur et à mesure que j'utilise la caméra. C'est direct. Tu as fait l'achat. Et puis après, tu es maintenant condamné à te dire que bon, et après, tu as un petit truc de roman en te disant que oui, j'ai acheté des caméras assez chères. Mais est-ce que j'utilise? Est-ce que à 100%? C'est la tension entre là où, comment tu peux maximiser, j'ai envie de dire optimiser maximiser ton présent tout en planifiant pour le futur. Ouais. Tu vois. Et des fois, on va planifier trop pour le futur, on prend un truc dont on n'a pas besoin. Ou, moi, par exemple, un truc que j'ai fait quand j'ai acheté ma voiture, je me suis dit, chez le concessionnaire. Le concessionnaire direct. Genre, le gars il veut me faire essayer des trucs, moi je m'assois derrière. Il me dit, vous asseyez derrière, pourquoi? Il dit, non, mais je veux voir si je pourrais avoir un siège auto ou un truc. On a tous vécu ça. Il me dit, mais vous êtes en couple, mais votre partenaire, oui. Non, vous êtes célibataire. Oui. Et vous... Mais pour le bébé, il ne faut pas un partenaire et tout. Donc le gars me dit, en fait, pourquoi vous prenez une voiture
qui pourrait accueillir un bébé si vous n'êtes même pas en processus pour... Même si le bébé peut arriver dans 1 an, madame, quand même. Mais quand même. Ce que vous allez payer comme différence pour avoir cette voiture-là, vous allez payer ça en continu, c'est un crédit et tout. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine, en fait? Ouais. Je me suis dit, monsieur, vous êtes intelligent. Ah ouais, c'est clair. En vrai, il me faut une voiture pour là où je suis. C'est en tout. fait, oui, je vais prendre une voiture un peu plus grande peut-être au cas où genre, j'ai beaucoup de valises et tout, je fais beaucoup d'activités, et tout. Voilà. Tu vois. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'une voiture qui peut prendre 3 poussettes derrière, 3 sièges auto derrière? Non. Tu vois. Et c'est souvent ce truc-là de se dire, je veux m'assurer que je rentabilise chaque franc CFA, mais en même temps, tu veux tellement le faire que du coup, tu dépenses beaucoup trop. Tu peux en prendre 3 pour le prix de 2, tu vas prendre les 3. Mais en vrai, pour manger même un, tu galères. Donc, le temps que tu arrives là, tu as dépensé, le truc, c'est gaspiller. Tu as mis l'argent dans la poche de l'autre. Non, mais c'est clair. Parce que je pense qu'au niveau de la transformation digitale, ce qui est complexe, c'est que déjà, il y en a beaucoup. Il y a déjà la partie informative qui est très importante. Éducation, qui est très importante. Quand tu ne sais pas qu'est-ce que ça coûte ou bien qu'est-ce que ça pourrait coûter, bien sûr, tu ne peux pas te projeter directement et tu te dis que c'est cher. Alors qu'il y a des outils, comme on le disait, il y a Airtable, il y a des trucs assez simples qui te coûtent à peu près quelques euros par mois, mais qui te permettent de faire le travail conséquent. Maintenant, après, tu as une grosse... Maintenant, lorsque tu grandis et tu évolues, et puis voilà. Mais en fait, c'est parce que comme on n'aime pas le changement, c'est ça. En fait, donc, mieux je prends un truc qui fonctionne et puis je garde ça pendant peut-être 10 ans. Non, je pense qu'on a plutôt peur de ce qu'on ne connaît pas. Oui. La peur de l'inconnu. C'est-à-dire que, oui, on n'aime pas, les gens se disent ne même pas peut-être aimer le changement. Non, quand le changement est bon, on l'aime. Mais quand on ne connaît pas, quand on n'a pas d'informations... Même la phrase « le changement est bon », tu vas te rendre compte que c'est pas unilatéral. Après aussi, tout le monde ne pense pas à ça. C'est ça aussi. En fait. Parce que le problème, c'est vraiment le fait que tu peux dire à une personne que genre, le changement va être bon pour elle, mais elle est habituée à faire... Après, c'est aussi ça. Il y en a qui sont assis, comme on dit, sortir de sa zone de confort, c'est toujours important. Ils ne veulent pas parce qu'ils se disent que quel est le risque que je puisse soit revenir encore ou bien le fait de sortir soit bénéfique pour moi. Qu'est-ce qui m'attend je sais de l'autre pas. coup Oui, tu m'as dit que je vais arriver à ce point B là, mais entre-temps. Et ils vont te dire oui, entre-temps, perte de temps. Non, mais c'est clair. Non, c'est vraiment... Oui, et alors, donc, comme on a parlé de digitalisation, on a parlé de... Je voudrais savoir quels sont les outils, on va dire, standards qui permettraient à une entreprise, une PME, parce que là, on parle d'entrepreneuriat, on parle de petites, moyennes entreprises, on parle d'une entreprise qui débute, par exemple, et qui n'a pas forcément les moyens nécessaires pour mettre en place un gros système ou une grosse transformation digitale. Quels sont les outils que tu pourrais préconiser ou proposer à des gens qui débutent, par exemple, un entrepreneur qui fait, je ne sais pas, on va partir dans la... Tu vas être déçu. Non, ne me dis pas ça. Pourquoi? Parce qu'un outil que je vais proposer, par exemple, Excel. Ouais. C'est tout. Gratuit, simple. J'ai une entrepreneur qui me dit, oui, elle veut faire des parfums et tout. Elle veut faire des huiles, elle ne sait pas comment faire. Je lui dis, OK, est-ce que tu as la recette pour les huiles en question? Oui, OK. Genre, pour chaque produit final, tu as une recette? Oui, OK. Elle me disait qu'elle ne sait pas comment décider quelle quantité acheter. Je dis, OK, tu fais un tableau Excel, tu mets tes recettes avec les ingrédients. Pour chaque recette, il va y avoir une colonne. À la fin, tu vas avoir la quantité. Je lui dis, est-ce que tu as choisi le contenant final dans lequel tu vas mettre chacune des huiles ou chacun des parfums que tu as fait? Non. Je dis, mais il faut commencer aussi par là. Va dans les magasins, tu leur demandes un peu c'est quoi le format et tout. Nanana. Ils ne savent pas, tu es une cliente. Donc, ça va te dire qu'il te faut, par exemple, que tu as... Ben, me dit, oui, mais je voulais prendre des contenants de 300 millilitres, 500 millilitres. Je dis, ton client, il prend quoi? Je ne sais pas. Ben là. Wow. Oui, mais j'ai vu que lui, il vend 100 millilitres, 350. Non, mais est-ce que tu étais avec lui au début? Est-ce que tu sais comment il est arrivé à 100, 300, 500? Déjà, même s'il a fait ça depuis le début, tu connais son portefeuille. Ouais, le portefeuille client est assez large. Toi, tu veux déjà tester aussi ton produit et pouvoir ne pas avoir des produits sur les bras. Donc, plutôt que d'avoir 3 formats de bouteilles, prends un format, celui que les clients ont tendance à acheter. Et après ça, tu as ton tableau Excel où tu fais tes recettes. Tu sais que, OK, ça veut dire que tu as une recette par colonne avec des ingrédients qui peuvent être similaires. Et ensuite, sur la ligne, au bout, tu as la quantité pour chaque ingrédient. C'est simple. Si tu veux 2, 3, 4 bouteilles de chaque, tu rajoutes.
Et tu vas avoir et après, tu automatises seulement. Et puis après, à chaque fois, lorsque tu arrives, lorsque tu vas changer la donnée, elle va être... le client, un autre client qui me dit, oui, il veut acheter... je pense qu'il voulait acheter, je pense que c'était Notion. Je dis, comment tu utilises ton Notion actuellement, la partie gratuite, comment tu utilises ça? Ah non, on a un peu de mal et tout. Et tu veux acheter la partie gratuite, tu veux payer pour faire quoi en fait? La partie pro, parce que déjà la partie gratuite, elle est assez complète, je trouve. Elle est assez complète. Je lui dis, mais tu veux... Il me dit, oui, ils ont du mal à faire les suivis clients. Je dis, non. Mais en fait, la difficulté, c'est que vous ne mettez pas à jour. En fait. Donc, peut-être que c'est pas ça qu'il faut mettre à jour. Il ne faut pas aller acheter la meilleure version si dès le départ, la vraie difficulté, c'est que tes équipes ne vont pas dans Notion pour mettre à jour. Wow. En fait. Parce que je demandais à un client qui me disait qu'ils ont du mal à closer des clients et tout. Et je lui demande, ça vous prend combien d'interactions pour closer un client ou combien de temps? Il ne sait pas. Oh. Donc, je lui dis, ça veut dire que, est-ce que tu sais quand est-ce qu'il a été contacté la première fois? Non. OK. Tu sais, on va dire que, pour faire simple, le jour où il a closé, c'est l'email où il dit OK. Mais ça a pris combien de temps? Parce que si tu me dis que j'ai du mal à closer, mais que tu espères closer en 1 mois, alors que, historiquement, regarde, on voit que tu closes en 3 mois, c'est normal. Wow. Tu vois, donc j'ai un peu gardé cette notion de mon projet, de me dire, pourquoi tu dis que c'est pas normal, en fait? Tu vois? Donc, des fois, je dis aux gens, franchement, Excel, les amis. Wow. Google Sheet. C'est vrai que j'avoue que j'ai aussi été confronté à ça au bout d'un moment. Quand je fais un peu de recherche, tu découvres qu'il faut mettre en place un CRM et on a testé des outils. On a vraiment testé des outils, on a essayé de voir, mais on s'est rendu compte qu'en réalité, par exemple, celle qui est chargée de la relation client, et elle, avec son Notion, elle fait tout. Avec son Notion gratuit, hein, vraiment, elle fait tout. Elle fait tout, elle arrive à faire ce suivi. Et déjà, en reculant, en essayant de vraiment faire un feedback, je me dis, mais attends, quand je regarde le process ou le mode de fonctionnement de Notion, c'est à peu près un Excel. J'étais allé chez une dame, elle me disait qu'elle préparait, après on a tous fait ça, mais elle préparait tout ce qui est contenu, tout ce qui est suivi du client. Je regardais son tableau Excel, c'était dingue. Ah oui, moi il y a beaucoup de choses que je fais sur Excel en fait. Wow. Que oui, je pourrais avoir des systèmes et tout. Le truc c'est que peu importe encore une fois la technologie que tu as, ça va pas remplacer le manque de discipline. Ouais. Ça va pas compenser le manque de discipline. Effectivement, le manque de tu peux prendre un maximum, tu peux télécharger plusieurs applications en termes de productivité, en termes de trucs, mais si tu n'as pas la discipline qu'il faut... La discipline, ça va rien donner en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, je suis déçu parce qu'on se dit, elle va sortir Excel. Juste ça, juste avoir quelqu'un qui va aller régulièrement dans son fichier Excel pour mettre à jour qu'il a parlé à quelqu'un. Ouais. C'est autre chose. Non, mais c'est clair. Chose. De dire à quelqu'un, OK, tu as tes ventes, est-ce que toutes tes factures, est-ce que tu as un endroit où il y a toutes tes factures, le montant de toutes les factures, par exemple? Non. Parce que la plupart des entrepreneurs, ils vont faire des états financiers il faut postuler ou appliquer pour une bourse, appliquer pour un incubateur. Pour un appel d'offres, oui, effectivement. Sinon, ils ne font pas. Ils ne font pas ce genre de truc. Mais comment tu veux avoir une vision de le rythme auquel tu fais de l'argent si tu n'as aucune visibilité de l'argent que tu es en train de faire? Et quand est-ce que tu le fais, en fait? Normal. Est-ce que tu sais si tu as des saisonnalités? Oui, tu vas dire, oui, genre, je sais et tout. OK, toi, tu sais, Antoine. Si tout savoir est que tu as dans la tête est organisé, au fur et à mesure, tes équipes commencent à comprendre que, OK. Et c'est la personne-là, il faut investir plus peut-être dans la recherche de clients, dans la com, dans les trucs. En ce moment, c'est ça qu'on fait, tu vois. Voilà, il faut un peu plus parler de nous parce que c'est la période où les clients... Tu vois. Mais ça, c'est des choses que la technologie ne peut pas remplacer, en fait. La saisonnalité. Tu peux l'avoir dans les chiffres. Oui, et ça va aider. Mais moi, je dis aux gens, Excel, les amis. Si seulement vous pouvez utiliser Excel. C'est simple. Alors, juste ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a Excel. Excel, c'est donc pour la partie... qu'est-ce qu'on peut faire avec Excel lorsqu'on parle de digitalisation ou transformation? Est-ce qu'on est juste là à la partie suivi de la relation client ou bien... Planification, la planification de son contenu, par exemple. Moi, sur Excel, justement, avec l'information de mes ventes, je suis capable de savoir combien d'heures par mois je devrais consacrer au développement des affaires, en fait, parce que pour les personnes qui ont lu, je pense que c'est dans Profit First,
ils expliquent en fait que on devrait dépenser, je pense que c'est 30% pour les dépenses d'opération, un autre 50% de revenus, un 20%, je pense, pour sa propre rémunération et tout. Truc comme ça. Et donc, à partir de là, je vois combien d'argent je fais et ça me permet en fait de faire un suivi de est-ce que j'ai assez de clients pour rencontrer mon objectif pour le mois, pour les mois à venir. Est-ce que je peux prendre des vacances, par exemple? Moi, je prends des vacances quand je regarde dans mon système. Si je mets, par exemple, que j'ai 3 semaines de vacances, donc je lui ai dit que je travaille 5 jours par semaine, donc 15. Si je mets 15 jours, que ça devient rouge au bout, je diminue 10, 11, ok, 9. Ok, c'est bon, c'est les vacances là que je prends, en fait. Tu vois? Wow. Donc, il y a la possibilité de faire pas mal de choses. Et franchement, à l'ère de l'économie de la connaissance, il y a beaucoup de créateurs, d'influenceurs qui créent justement des outils Excel qui te permettent de faire ça, en fait. Parce que c'est de la même chose. Je pense que c'est la même chose aussi avec Notion. Je pense que, par exemple, il y a des gabarits pour tout. Il y a pour les CRM, il y a pour aussi, il y a vraiment pas mal de trucs. C'est plus une question de... Je reviens toujours à discipline. De discipline, mais ce dont tu as le plus besoin, en fait. Est-ce que si c'est la planification, Excel va t'aider? Si c'est la création de contenu même. J'avais fait un genre de mini-cours là de Irao, la plateforme de formation, je pense que c'est les Béninoises Irao, et tout. Et tout le cours, c'était gabarit Excel. L'avantage de Excel par rapport à Word, c'est que ça te permet d'organiser l'information, de filtrer, ça te permet de faire des tableaux croisés, des trucs comme ça. En fait, des tableaux croisés dynamiques. Tu vois, ça te permet de faire ça, en fait. Et de voir, OK, tu vois. Donc, il y a d'autres outils qui peuvent te permettre de faire plus de choses. Mais pour un entrepreneur qui commence, moi, je lui dirais, écoute, tu as Google Drive que tu peux utiliser gratuitement. Utilise Google Drive. Tu as des gens dans ton équipe tu leur donnes accès. Vous travaillez tous sur les mêmes fichiers. Dans Google Drive, vous pouvez faire des PowerPoint, vous pouvez faire des documents Word, tu peux créer des gabarits que les gens vont utiliser. Wow. Tu vois? Et du coup, après cette partie étape où on a accès à au moins un outil simple et standard pour faire tout ce qui est transformation digitale, comment est-ce qu'une PME arrive à évaluer cette transformation digitale-là? Quels sont les outils qui permettent d'évaluer cette performance? C'est vraiment des indicateurs de performance à décider. Quand on définit l'étape B et les différents moyens d'y arriver, c'est là qu'on est supposé mettre des balises. Parce que c'est ça qui va permettre d'itérer, de savoir est-ce qu'on a atteint notre objectif, en fait. Donc, tu vois, ça peut être, par exemple, le nombre de nouveaux clients dans le CRM, le nombre de nouvelles prises de contact. Pour ça veut dire que quelqu'un est allé entrer l'information, par exemple, et vous avez un état qui est nouveau. Donc, toi, tu viens, tu filtres. En octobre, je vois que j'ai 10 nouveaux clients. En novembre, j'en ai 15 et tout, tu vois. Donc, tu es capable de voir que, OK, ça te permet aussi, surtout, de voir, en fait, à quel point est-ce que les équipes utilisent les nouveaux outils. Wow. Tu vois? Donc, ça va te permettre de voir ça. Parce que, techniquement, si vous avez des nouveaux clients, il y a des nouvelles prises de contact. Il y a possiblement des clients qui vont convertir aussi, qui va se traduire en plus de revenus. Wow. Mais l'idée de l'audit, c'est que dans l'audit, on va aller chercher... On va faire un audit dans lequel on va définir des critères de performance qu'on va aller évaluer. On va dire, OK, en termes de performance, vous êtes là. C'est pas mauvais, c'est pas bon, mais vous êtes là. Donc là, on va aller prendre les mêmes critères de performance, les mêmes indicateurs de performance et les réévaluer. Et on est supposé voir un changement. On est supposé voir un changement au niveau le temps de réponse, par exemple, à un client. Quelqu'un qui envoie un message à Enovga, est-ce que ça prenait 6 jours pour lui répondre et maintenant on est à 2 jours. Wow. Maintenant on est à 1 journée. Maintenant on est à quelques heures. C'est ça qu'on va aller voir en fait. Parce que moi je commence toujours par le client. Qu'est-ce que le client ressent dans cette transformation digitale et comment est-ce que, on va dire, ce sont les indicateurs. Il y a toute la notion d'indicateurs latents et qui montrent en fait, qui sont des signes annonciateurs d'un changement. Tu vois? Donc plus le temps de réponse à un client va diminuer, ça te donne une idée sur la productivité de tes équipes. Tu vois? Donc, tu vas avoir des indicateurs de performance comme ça qui indiquent à haut niveau que quelque chose est en train de changer dans l'entreprise. Ouais. Donc, c'est positif. Et ensuite, tu peux aller creuser et aller chercher les vrais indicateurs, entre guillemets, le temps que un de tes employés passent, etc. Tu vois?
Donc, c'est important. Moi, je dis qu'il faut toujours faire un changement en disant quels sont les critères de performance, les indicateurs, en fait. Avant, qu'est-ce qu'on veut changer et ça a l'air de quoi après? Les gens vont dire, oui, mais des fois, c'est qualitatif. Non. Il faut que ce soit parce que l'argent, c'est pas qualitatif. Donc, il faut vraiment avoir ça dès le début. Quantité. Et c'est la quantité, en fait. Et toi, est-ce que tu as pu déjà travailler avec une PME? Parce que depuis que ça fait combien de temps que tu es consultante? Là, je me suis lancée à temps plein, là, ça fait 1 an. 1 an déjà? Ouais. Et est-ce que tu as déjà pu accompagner une PME qui a fait sa transformation digitale et qui aujourd'hui a des résultats qui sont concrets? Est-ce qu'il y a un exemple que... Je pense que l'exemple... j'ai pas encore d'exemple dont je suis le plus fière, mais un des projets que j'ai particulièrement aimé, c'était... je travaillais avec un agent d'illustrateurs. Donc, en fait, c'est une entreprise qui mettait en relation des illustrateurs et différentes publications. Et cette entreprise-là, elle avait du mal à gérer le flux de demandes au niveau des publications et le flux d'illustrateurs qui se proposaient de rejoindre son portefeuille, en fait. Il y avait une personne qui gérait tous les emails. Oh, chaud. Tu vois? Donc, à partir de là, on a regardé un peu les différentes façons que les personnes avaient d'envoyer un email. Et pour les différentes boîtes, on a mis en place différents systèmes d'automatisation qui envoyaient, dépendant de si la personne met son email dans le pied de page ou bien si elle met son email, si elle répond à un email ou si elle va être dans la section de l'artiste et tout. Pour il fallait que sa secrétaire puisse directement savoir d'où venait l'email. Parce que ça c'est un indicateur de la qualité de l'email aussi, du sérieux de l'email. Et ça nous donnait aussi une indication de l'artiste, par exemple. Comme ça, elle est capable de dire juste avec ça, OK, en ce moment, je reçois beaucoup de demandes pour tel artiste ou je reçois beaucoup de demandes de telle publication. Tu vois? Donc, on a créé, je pense, 4-5 différents flux, donc 4-5 expériences, que ce soit pour les illustrateurs comme pour les publications, afin d'aider sa secrétaire à pouvoir gérer le flux et pouvoir les dispatcher beaucoup plus rapidement, en fait. Wow. Tu vois? Et ça a pris combien de temps? C'était super intéressant. Je pense qu'on l'a fait en 3 mois. En 3 mois, de vraiment, genre, je me suis assise avec la secrétaire, je lui dis, je fais ton travail, moi, je suis juste là à regarder. Tu vois? On l'a même fait en ligne, c'est-à-dire qu'elle se connectait, elle partageait son écran, je lui parlais au téléphone. Ah, mais tu fais ça pourquoi et tout, pour savoir comment est-ce qu'elle travaille et tout ça, pourquoi elle fait ça et tout. Et après 3 mois, on a vraiment pu mettre en place ça. Donc, dépendant de là où tu vas sur le site internet, dépendant de là où tu veux envoyer un message, tu vas avoir un formulaire qui est différent, qui envoie une méta-information différente aussi. Mais la secrétaire est capable de voir et donc, de prime abord, dès le départ, en fait, on avait aussi mis des filtres dans sa boîte mail, de sorte que, dépendant de la méta-information, ça va dans un dossier spécifique, donc urgent. Dire que ça, c'est urgent, moins urgent. Et elle, pour elle, ça lui a fait gagner du temps, un temps fou, en fait. De sorte que les demandes qui étaient plus urgentes, elle les voyait automatiquement. Et après, tout ce qui était plus illustrateur, elle le prenait, par exemple, en fin d'après-midi. Elle regardait, elle faisait un tri qu'elle envoyait à sa boss. Tu vois? Donc ça, c'était super intéressant comme projet. Mais c'était vraiment quelque chose de simple. Elles étaient dépassées par le flux, en fait, de clients. Et pour ça aussi, j'ai travaillé avec elle sur son site Internet. Donc, on a travaillé avec son designer UX, UI pour justement... donner une expérience. Une expérience, en fait, qui amène les gens au bon endroit, qui leur montre les bonnes informations et tout. Cliquer, voilà. Etc. Puis de là, maintenant... De ça, on est passé à un système. Donc, au départ, c'était juste au niveau des formulaires. On est passé on a upgradé le système qu'elle utilisait pour avoir un système de gestion automatique des emails aussi. Donc, on est venu progressivement avec ça. Ensuite, c'était mise à jour automatique au niveau... non, pas mise à jour automatique, c'était pour l'infolettre. De créer en fait un programme de différentes infolettres, 1 ou 4 mois, 1 ou 3 mois pour les différentes audiences et tout. Donc ça après, on a fait un autre 3-4 mois aussi. En tout, on a travaillé ensemble pendant 8 mois. Pendant 8 mois. Et du coup, ton expérience avec pas mal de clients, tu as travaillé sur plusieurs projets, mais est-ce que tu as une idée des nouvelles tendances à venir sur la transformation digitale qui pourrait intéresser les PME? Non, je pense que j'irais vraiment
pour leur dire que ça n'a pas besoin d'être cher, en fait. Tu vois, parce qu'on se dit, tout de suite, on pense justement aux gros joueurs, mais il y a plein de petits joueurs qui, oui, ça peut demander un peu plus de temps au niveau de l'implantation, ça peut demander de changer plus tard et tout, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué, en fait. Ça peut être quelque chose de simple, entre guillemets, comme l'onboarding, l'intégration de tes nouveaux clients. En fait, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux faciliter la tâche à ça? J'avais travaillé avec un client, on avait fait, au départ, c'était un kit de bienvenue papier. Parce que les clients ne savaient pas vers qui se tourner pour différentes questions. De là, quand on a parlé un peu aux équipes qui ont dit « Ah oui, ils nous appellent beaucoup pour la facturation. Ils nous appellent beaucoup pour ça. » Et tout, ils ne savent pas qui est leur directeur de compte et tout ça. De là, on a créé un produit digital pour remplacer la version papier. Et donc, le client pouvait remplir à l'écran et tout. Il recevait une copie. Le directeur de compte recevait aussi une copie, tu vois. Et donc, ça a fait que, en termes d'expérience client, il y a vraiment eu un impact. Ils se sont dit, on sent qu'on rentre dans un processus et tout. Et on les amenait aussi sur une page, je pense que c'était Notion du coup qu'on utilisait, qui leur montrait en fait tous les différents documents de leur contrat aussi. Tu vois. Et ça, c'était pour une banque? Non, c'était pas pour une banque, c'était pour une petite agence de placement de personnel. Ah, d'accord. Oui, placement de personnel. Donc, c'était important pour eux, par exemple, comment ils font s'ils ont une demande. Oui, ils peuvent appeler leur directeur de compte ou la personne à qui ils ont parlé, mais comment ils font pour se mettre une demande et s'assurer que, par exemple, j'ai besoin de quelqu'un demain. Comment je fais? Donc, on avait créé un système, justement, qui permettait à ce que quand la personne soumet le formulaire, avec certains mots-clés, ça assigne directement à son directeur de compte et lui reçoit un texto. Wow. Vous voulez dire que ton client a fait une demande. Directement. Il clique, tu vois, il voit un PDF, le client a demandé ça et tout, et puis il l'appelle. Même s'il l'appelle, c'est pas grave. On se dit, oh, mais pourquoi il l'appelle? Parce qu'à un moment, il disait, mais pourquoi il l'appelle et tout? Il est supposé juste trouver la personne. Il dit, non, laisse-le appeler. Là, maintenant, il est à ce niveau. Le client se dit qu'il sait que quelqu'un a vu la demande, il l'appelle, c'est bon. Chacun a sa relation avec ses clients et tout. Donc, ça dépend, en fait. C'est vraiment plus aller chercher quel est le point douloureux, peut-être que les équipes ont ou que les clients ont, qui vont vraiment aller impacter leur expérience client, parce que l'expérience client détermine si le client achète plus souvent ou tout simplement plus à chaque fois. En fait. Et c'est parce que des fois, on oublie qu'il faut servir le client. Ouais. Et là, on est à la troisième partie de notre podcast qui parle des inspirations. Okay. Inspiration et perspective. C'est à peu près la partie où on est en train de se demander qu'est-ce qui, toi, t'a inspiré ou qui t'inspire toujours? Quels sont les personnages clés, que ce soit dans le monde entrepreneurial, dans la fiction aussi, qui te motivent ou qui ont... ou même un mentor, des figures clés. Si tu as 4 personnes qui t'inspirent, donc tu les cites, et pourquoi est-ce que ces personnes-là t'inspirent? Mais je dirais déjà en termes professionnels, c'était vraiment ma deuxième manager qui m'a vraiment poussé à essayer des choses. C'est-à-dire, je suis arrivée dans l'entreprise quand l'entreprise entamait un virage numérique. Mais elle m'a dit, c'était en 2013. 2013, d'accord. Elle m'a dit, est-ce que tu veux essayer ça? Ah oui, pourquoi pas. Est-ce que tu veux essayer ça? OK. Est-ce que tu veux essayer ça? Donc, c'est comme ça que je suis partie du marketing traditionnel, donc communication et relations publiques, à webmaster, à gérer, faire des implantations de nos différents outils et tout, parce qu'elle était en mode, est-ce que tu veux essayer? Est-ce que tu veux essayer? Je vois que tu es curieuse et tout, je vois que tu vas apprendre, est-ce que tu veux essayer ça? Donc ça, vraiment, à ce jour, c'est on va dire ma première vraie manager, et elle est une de mes mentors aussi quand j'ai un défi professionnel et tout. Je l'appelle, je lui dis, là, c'est complexe. Comment est-ce que je peux gérer? Vraiment, tu vois. Donc, je vais l'appeler pour ça. Après, je te dirais qu'en ce moment, avec tout ce qui est transformation digitale, tout ce qui est revalorisation du narratif africain, j'ai pas mal d'entrepreneurs ou de professionnels d'origine africaine qui vont m'inspirer. À Montréal, spécifiquement au Québec, en tout cas, on a Indira Moudi. Donc, c'est une jeune, je pense qu'elle est un mélange de Guinée, Mali ou Niger et tout. Et elle a repris une entreprise 100% québécoise, une entreprise familiale, tu vois. Et donc, au début, il y avait beaucoup de doutes. Elle a un parcours professionnel de fou, en fait. Elle a travaillé pour des différentes entreprises en hydrocarbures et en métallurgie, je pense.
tout cas, elle a vraiment un gros parcours, mais au moment où elle a fait ça, les gens ont eu un doute. Mais là, elle prend une entreprise québécoise, une entreprise familiale, comment elle va faire ça et tout. Mais elle a repris le flambeau haut la main, tu vois, franchement. Et de voir en fait comment elle arrive, pour moi ça m'intéresse, elle arrive à concilier sa vie au Canada avec son impact sur le continent. Elle est souvent à des événements, des conférences sur l'agriculture, sur l'élevage et tout, sur l'impact et tout que ça peut avoir. Comment vraiment elle arrive à faire en sorte que les deux mondes se rejoignent en tout cas. Ça, je suis très inspirée par ça. Après, il y en a un autre, j'oublie tout le temps son nom. Pas que j'oublie, mais c'est parce que c'est vraiment... je pense que c'est Ionou Lua. Mais en tout cas, c'est le cofondateur de Flutterwave et de Andela et d'une autre plateforme, je pense. Donc, je pense qu'il a créé 2 ou 3 des 5 unicorns, donc les entreprises qui ont été évaluées à plus $1 milliard, je pense. Wow. C'est un Nigérian. Et lui, il veut vraiment... il pousse vraiment pour... entre guillemets, s'approprier les leçons. Et je pense que j'ai aimé ça parce que ça m'a rappelé ce que le ministre de l'économie numérique au Gabon a dit lors de l'atelier IA. Comment s'approprier ce que l'Occident a fait, ce qu'ils nous ont appris et les adapter à notre contexte, en fait. On peut prendre ce qu'ils ont fait, les meilleures leçons, les meilleures pratiques, mais il faut absolument les adapter. On n'est pas obligé de faire comme eux. On peut apprendre de leurs erreurs pour faire mieux, mais on peut aussi apprendre de ce qu'ils ont fait sur la base de ce que nous, on sait qu'eux, ils ne savent pas, les réalités locales, pour vraiment avoir... Lui, son focus, c'est un tissu entrepreneurial africain pour les Africains. Pour les Africains. Comment faire en sorte qu'on ait ça? Qu'on arrête d'attendre que des investisseurs étrangers viennent investir dans nos startups, dans nos PME. Comment est-ce qu'on fait? Parce que justement, il dit, ce n'est pas une entreprise comme Nestlé, en fait, qui va changer l'emploi au Gabon, par exemple. Ouais. C'est un entrepreneur qui est capable de faire grandir son entreprise de 5, 10, 20, 50, 100 employés. C'est 100 familles qui sont impactées. 100 familles, un enfant par famille, c'est 100 enfants qui peuvent peut-être aller dans des meilleures écoles, qui peuvent peut-être... Tu vois, donc il dit c'est là que le changement, il va venir, en fait. Donc il y a lui. Le troisième, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui m'inspire aussi. Lui aussi, j'oublie son nom, c'est un Nigérian, que les francophones sortent de leur cave. Non, il y en aura. Il y en a déjà. Je pense que c'est juste qu'ils ont du mal à s'approprier ce côté exposition peut-être aussi. Il faut parler. Alors qu'on a besoin de ces parcours inspirants comme on le fait aujourd'hui. Il y a justement un certain... donc, il y a la troisième personne qui est un leader en développement de produits, qui a travaillé, il travaille encore à San Francisco. Il organise chaque année une conférence qui s'appelle Inspire Conference Africa, où son but, en fait, c'est de développer la pratique de gestion de produits en Afrique. Wow. Donc, il organise ça et c'est vraiment... le must du must. C'est vraiment... Il fait venir tous les leaders africains de YouTube, Google, Amazon, ils viennent tous là. Et c'est à un prix abordable pour tous. Je pense même pas 100 000 francs CFA. Il y a ça, tu vois. Yes. Mais justement, je suis très intéressée par le narratif africain, parce que veut pas, vivant en Occident, vivant à Montréal, je reçois aussi certaines informations. Et de voir en fait que les informations que je reçois sont souvent biaisées par les médias qui vont te raconter une histoire, mais tu te rends compte qu'on a des personnes comme Moulay Tabouré, on a des personnes comme Youssouf Karius, on a des personnes comme ça c'est des gens brillants. Je me rappelle plus, il y avait un jeune homme qui était passé dans un podcast et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ce genre de personnes... En fait, il se pose les mêmes... il raconte son histoire et il se posait les questions que je me pose maintenant, il y a 5 ans. Il y a 6 ans, je dis, mais lui, c'est mon grand frère, il faut que je le trouve. Je fais comment? Je vais l'écrire sur LinkedIn pour lui dire que je suis en train de me poser les mêmes questions pour avoir le même genre d'impact, pour travailler sur des projets peut-être différents, tu vois. Normal. Et de dire en fait qu'il y a des monsieur et madame tout le monde qui ne sont pas nécessairement sur les réseaux, qui ne sont pas nécessairement là et qui ont besoin de ce genre de médias comme Enofga pour inspirer d'autres personnes. D'autres personnes, effectivement. Donc oui, il y a des modèles francophones, j'en ai pas encore vu en Afrique centrale. Il y en a beaucoup qui viennent de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, Naboufal et tout. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de modèles, mais c'est bien de savoir que c'est possible aussi chez nous, en fait. Effectivement. Non, mais il y a de quoi taper le poing sur la table et puis se dire qu'il est temps. Il est vraiment temps de mettre en avant aussi ce côté. Mais est-ce que tu as un podcast ou un livre particulier que tu
un podcast que tu écoutes ou un livre particulier ou des livres particuliers que tu lis au quotidien que tu pourrais proposer à des jeunes afin qu'ils puissent, ou à d'autres entrepreneurs, ou des livres qui t'ont même motivé, dans lesquels tu as pu acquérir un maximum d'informations ou de pratiques qui aujourd'hui font de toi la personne que tu es? Podcast. Bon, après, j'avoue que j'écoute beaucoup. Entrepreneur State of Africa. Yes. Donc ça permet justement de voir différents profils. Autant on a des personnes dans leur business, c'est dans la fertilité, d'autres, c'est le chocolat, par exemple. Je dirais ça. Un livre, j'ai lu pas mal de livres. Le mot vient de m'échapper. Alors le livre parle. Mais il y a Lean Startup. Je pense que la plupart des gens l'ont lu ou vont peut-être le lire. En fait, c'est l'idée de démarrer une entreprise entre guillemets avec rien et d'essayer de la faire croître en la gardant. Lean, c'est vraiment le principe le plus mince possible en fait. Donc, c'est-à-dire investir seulement dans ce qui est nécessaire en fait. C'est pas pour dire que toute entreprise doit rester comme ça. C'est pour ça que c'est Lean Startup. À un moment, on sort du stade de startup. On est supposé aller se créer ou en tout cas acheter des infrastructures plus importantes. Mais Lean Startup, ça a vraiment été un livre qui m'a marqué. Il y a un gestionnaire de produits, un leader en termes de développement de produits qui s'appelle Marty Kagan. Lui, il a créé, justement, j'ai connu le Nigérian dont j'ai parlé, là, qui fait la conférence à travers ce livre. Ce Marty Kagan. Il a écrit 3-4 livres sur la gestion de produits. En fait, comment créer des produits qui transforment, des produits qui inspirent. Donc, il y a tout le volet de la commercialisation, de la validation de marché, de la validation des besoins du client et tout, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et là, il y a un autre livre ça m'échappe là. Le projet quelque chose. D'accord. Dans ce livre, qu'est-ce qu'on en fait, dans ce livre, justement, tu te rends compte. C'est un beau livre qui explique à quel point est-ce que le changement est fonction de la motivation des gens à changer. C'est pas fonction de l'outil, c'est pas fonction. C'est plutôt la personne qui décide qu'elle veut changer et dans un contexte de transformation digitale, en fait, le livre parle d'une entreprise qui doit, entre guillemets, révolutionner la façon dont elle travaille afin de pouvoir livrer un produit qui est en fait, que quelqu'un a promis quelque part, mais qui est complètement lunatique, quoi, en fait. Mais je dirais les livres de Marty Kagan et Lean Startup, Profit First aussi. Donc, Profit First, c'est l'idée que comment tu fais pour maximiser tes profits sans nécessairement diminuer la qualité de ce que tu offres à tes clients. Comment est-ce que tu gères tes opérations, ton exploitation, de sorte que tu vas vraiment aller chercher le maximum de profit possible. Et ça va t'amener justement à décider combien de personnes il te faut dans ton équipe, combien d'heures de travail, etc. Il faut quand même être, pour tous ces livres-là, faut avoir un certain degré pas de connaissance, mais de conscience de soi. Il ne faut pas avoir peur de se regarder dans le miroir. De se dire que j'ai des choses à changer et tout. Il y a aussi un autre livre, je pense que moi je lis beaucoup en anglais, mais ça s'appelle Build to Sell. Donc l'idée de comment tu construis une entreprise dans le but de la vendre. Donc comment est-ce que tu maximises la valeur marchande de ton entreprise en fait. Donc c'est des livres qui peuvent sembler avoir une certaine direction, mais c'est de les recouper en fait. D'un côté, tu apprends à grandir de façon agile, de façon mince, en réfléchissant vraiment à est-ce que tu as besoin d'acheter ça ou d'embaucher telle personne. D'un autre côté, tu maximises tes profits aussi, mais d'un autre côté, tu fais en sorte que ton entreprise, sur le papier, soit aussi profitable. C'est-à-dire qu'elle soit intéressante pour quelqu'un. En fait, qui voudrait éventuellement acheter. D'accord. Pas pour dire qu'il faut la vendre à tout prix. Mais au moins, le fait de construire comme ça te permet de te dire que voilà. Parce que par exemple, tu as des clients qui, quand une acquisition d'entreprise ne fonctionne pas, c'est pas nécessairement parce que l'entreprise n'est pas bonne. Des fois, c'est que ils n'ont pas fait une tenue de compte. Simplement. Ils n'ont pas tenu leur compte. Donc, du coup, quand on vient pour vérifier tous les documents, on ne trouve pas les listes de clients. On ne trouve pas ceci. Donc, il y a toute la partie vraiment de gestion des assets de ton entreprise. Parce que tes assets vont avoir de la valeur au moment de vendre ton entreprise. Donc, comment tu fais pour les gérer et les garder dans un état qui les rend rentables, en fait. Et ça, naturellement, mécaniquement, ça va avoir un impact pour ton entreprise au quotidien, en fait.
d'avoir tes choses bien rangées. Et quelle innovation technologique t'inspire? Un outil, un truc que tu te dis, waouh, qui a pensé à le faire? L'outil qui a le plus changé ma vie, là, c'est un outil qui s'appelle Pendo, qui permet de répondre aux appels d'offres. Wow. Donc, dans un de mes jobs, j'étais architecte de solutions, mais je devais aider les équipes commerciales à remplir les appels d'offres. Et d'avoir cet outil-là, en fait, de te dire... Parce que tous les appels d'offres sont pareils, hein, en vrai. C'est les mêmes questions qu'ils posent et tout. Et donc, d'avoir cet outil-là, je téléchargeais, je téléversais mon fichier à remplir. Et là, à partir de toutes les réponses que j'avais mises avant, ils remplissaient tout le fichier. Waouh. Ils avaient un truc qui s'appelait baguette magique. Quand tu mets la baguette magique... Tout s'active direct. Tu peux répondre à certaines questions toi-même et tout, mais quand tu mets la baguette magique, ça va aller à partir des réponses que tu as déjà données, ça va créer une réponse. Oh. Et quand tu changes la réponse, il apprend. J'ai répondu à un appel d'offres de 189 questions en même pas une semaine. Alors que pour répondre à un appel d'offres de 50 questions, ça me prenait 3 semaines. Wow. Tu vois, mais juste avoir... Mais ça, encore une fois, ça a pris du temps. Il fallait mettre tous nos appels d'offres précédents dans le système pour qu'ils voient les questions et qu'ils voient les réponses et tout qu'on avait donné et tout ça, pour qu'ils puissent apprendre aussi. Comme ça, quand je mets la baguette magique va chercher dedans, en fait. Ouais, je vois. Et l'outil, c'est quoi? Il existe encore ou bien? Oui, il existe encore. Mais il y a version... deux outils, Pendo et Gong. Oh, Pendo, c'était ça. Appel d'offres, parce que les appels d'offres, là, pour les gens qui font ça, là, vraiment, on sait, on souffre. On souffre quand les appels d'offres sortent, parce que les gens qui font les appels d'offres, ils envoient ça sur le système, ils partent en vacances. Toi, tu es là, tu restes à transpirer dessus, tu vois. Donc, il y avait Pendo, et l'autre outil, c'était Gong. Et ça, par exemple, Gong, c'est un bel exemple parce que c'était pas nécessairement un outil pour les grosses entreprises, c'était un outil pour les startups, pour les PME, parce qu'il y avait un problème de formation et des forces de vente. Et donc, Gong, en fait, c'était l'enregistrement systématique de tous les appels. Direct, donc, je me rappelle la première fois que j'ai commencé, le premier meeting que j'ai eu quand je travaillais pour cette entreprise-là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, en fait? Après, tu vas sur Gong, Gong analyse tes appels. Gong te dit que là, tu as parlé pendant 50% du temps ou 70% du temps. Tu es supposé parler pendant 30%. Gong te dit que tu as trop d'espace, tu parles trop vite. Ou tu mets trop de temps sur tel truc. Et tout. Et c'était vraiment un outil de formation incroyable qui te permettait de voir comment en fait bien closer un client aussi. Comment bien closer. Tu peux juste regarder par exemple dans le dernier mois, quels sont les 10 termes récurrents en fait dans les conversations avec les clients. Et après ça te permet de l'adapter. Tu vois que c'est la qualité, tu vois que c'est ça. Tu dis ok, les clients c'est ça, les clients potentiels c'est ça. Et donc ça te donne une idée un peu de c'est quoi le sentiment de ta base de clients ou de clients potentiels en fait. Ah non mais Gong c'était le truc qui m'a manqué quand j'ai quitté l'entreprise. Là, je suis allée ailleurs, on me dit ici vous n'enregistrez pas les appels. Comment on fait? Parce que du coup l'avantage de Gong c'était aussi que pas besoin de prendre des notes pendant les appels. Wow. Tu vas sur Gong, tu as un résumé IA, basé sur l'IA en fait. Gong et Pendo. Les deux, ça, c'est des exemples en fait qui coûtaient pas cher. Je pense que Pendo, c'était pour l'année, c'était par utilisateur. Et c'était un truc du genre dépendant entre 13 à $60 par utilisateur par mois. On était deux. Au final, parce qu'il faisait une différence entre les utilisateurs et les contributeurs. Les utilisateurs, c'est ceux qui rentraient l'information. Seulement, mais les contributeurs, c'est ceux-là. Oui, eux, tu pouvais envoyer un email à quelqu'un pour lui dire de répondre à une question, par exemple. Donc, il répond à une question. C'est tout. Et ça permet d'entraîner aussi l'algorithme à chaque fois. Tu vois. Et ça, c'est des bons exemples de solutions, en fait, que des startups utilisent. Tu vois, qui n'ont rien à voir. Oui, il y a d'autres outils qui font ça. Tu peux faire ça sur Zoom. Tu peux payer Je pense que Zoom, ils ont un truc d'IA aussi qui permet d'avoir les scripts. Tu peux payer tout ça, mais Zoom va te coûter cher, en fait, par rapport à Gong. Non, mais c'est ça. Projet et ambition future. Projet et ambition future. Tu vas te retrouver sur la Lune? Je dirais que mes projets... moi, je suis très axée sur l'autonomisation.
De la femme. Yes. Après, je dirais de toutes les personnes face à la technologie, mais les personnes qui sont généralement oubliées dedans ou qui sont négligées, c'est vraiment les femmes. Et tout. Parce que moi, que ce soit en termes de clients ou bien même en tant qu'employé, je suis souvent la seule femme noire. La seule femme noire de moins de 40 ans. Tu vois? Ouais. Donc, la seule femme noire africaine de moins de 40 ans. Tu vois? Donc, tu arrives, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un meeting et on pense que je suis la secrétaire. Pas la secrétaire, mais du genre, j'arrive et j'attends des gens de mon équipe. Et après, ils sont en mode, oh, mais on attend votre chef d'équipe. C'est moi. C'est toi le chef d'équipe. Ah bon, parce que tu as l'air jeune et tout. Ah oui, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il pensait que j'avais 25 ans. Du genre, il m'a demandé quand est-ce que je suis arrivée au Canada. Là, je lui dis, je suis arrivée pour l'université. Il me dit, tu veux dire pour le lycée? Parce que je lui répondais en anglais. Je lui dis, non, mais pour l'université. Oh, high school. Non, university. Je lui dis, mais tu penses que j'ai quel âge? Après, je lui dis, j'ai 34 ans. Oh, I'm so sorry. Genre, il était comme ça. Oh, ok, tu vois. Donc, ce côté-là il y a dans les environnements, dans les projets techniques dans lesquels j'ai été, veux pas, on n'est pas beaucoup de femmes. Et quand tu vas dans les femmes noires, on diminue. Quand tu vas dans les femmes noires africaines, on diminue encore. Tu vois? Les femmes noires africaines. Après, tu vas dans le francophone, on diminue encore. Ouais, ça aussi, c'est une réalité. Donc, il y a ça. Je suis aussi intéressée par l'innovation. Donc, en fait, comment, justement, je me posais beaucoup la question de comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour favoriser l'autonomisation des femmes. Et c'est pas juste dans la technologie en termes de faire un travail comme moi, mais ça peut être, par exemple, les femmes qui sont dans l'agriculture, les femmes qui sont dans la couture, les femmes qui sont dans la santé, qui sont dans l'éducation. Mais vraiment, comment est-ce qu'on peut... en guillemets, dans ma direction dans l'autonomisation, c'est l'insertion socio-économique des femmes par la technologie. De tous bords, tu vois. Et donc, idéalement, je pense, dans le futur, où est-ce qu'on me trouverait? J'aimerais être dans des projets d'innovation, être impliquée dans des projets d'innovation, des projets qui visent à vraiment impacter les communautés par la montée en compétences, par la technologie. J'aime beaucoup, en fait, tout ce qui vient aussi... j'aime pas me dire éduquer les gens, mais sortir des sentiers battus. Parce que je trouve ça dommage, dans mon cas, d'être arrivé à un certain âge avant de découvrir que certains métiers existaient. Donc, comment est-ce qu'on peut exposer ces modèles-là plus tôt, en fait, et comment est-ce qu'on peut donner les moyens aux gens, aux jeunes, d'essayer ça, tester tu vois, tous ces éléments, de tester, parce que des fois, on peut juste pas tester. Je veux dire, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la Formule 1 en 2023, mais j'ai halluciné. Et je me suis dit, j'ai regardé les gens qui travaillent dedans, je me suis dit, mais pourquoi si tu m'avais dit qu'en ingénierie, je pouvais travailler dans la Formule 1, j'aurais forcé. Effectivement. Mais au moment où on m'a dit qu'ingénieur, tu es médecin, tu vas faire les routes, tu fais les ponts, tu fais les bâtiments, tu fais ça. C'est pas sexy, ça. Mais quand on me dit Formule 1, je veux dire, les gens, ils font un travail incroyable, tu vois. Et de me dire, OK, comment tu peux prendre ça et pas juste le montrer à mes neveux et à mes nièces, mais aux autres enfants, de dire que c'est possible. En fait, comment tu peux... C'est pour ça que j'aime beaucoup le monsieur dont j'ai oublié le nom, qui est un leader en gestion de produits, c'est qu'il amène des modèles africains, des personnes qui sont nigériens, zambiens et tout ça. Il expose des personnes qui sortent du lycée, qui ont 1, 2, 3 ans d'expérience et tout, pour leur dire, mais regardez ces personnes, en fait, c'est possible de travailler dans tel ou tel domaine quand on est africain, noir, francophone ou anglophone, en fait. Donc, pour moi, c'est comment arriver à ça, en fait. Et d'un autre côté, c'est comment arriver à faire en sorte que nous-mêmes, on arrête de croire qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Que parce qu'on n'a pas X, Y, Z, parce qu'on n'a pas ça, on n'est pas capable de le faire. Mais comment est-ce qu'on utilise comment justement promouvoir l'innovation en utilisant les différents éléments de notre environnement pour créer des choses nouvelles. Donc c'est un peu ça. Pour le moment, je pense que ça va être plutôt par la communauté, création de différentes communautés. Je fais partie de différentes communautés, de voir si je ne peux pas en créer une. Ce serait génial. Spécifiquement pour les femmes, on va me dire que oui, mais les hommes aussi ont besoin. Non, spécifiquement pour les femmes, ça se comprend. Même aller pour les femmes d'un certain âge, parce que dépendant de l'âge qu'on a, on va avoir des... Oui, mais pas les lycéennes, par exemple. Oh, pourquoi? Pas parce que... C'est pas pour dire que je vais jamais le faire, mais c'est que là, par exemple, en ce moment, je vais être plus portée à aller vers 25 ans, les gens qui sont au début de carrière.
Tu vois, je fais beaucoup de mentorat aux personnes qui sont en fin de lycée ou en fin d'études. Moi, c'est vraiment plus au niveau de la fin. La fin de tes études, que ce soit universitaire ou au lycée, tu vois. Oui, mais là où je veux vraiment aller agir directement, c'est plus les personnes qui sont en début de carrière. D'accord. Début de carrière pour dire, OK, mais qu'est-ce que tu veux faire, etc. Tu vois. Ça va vraiment être plus là. Donc, avoir de quoi ça aurait l'air et tout. Beaucoup d'entrepreneurs aussi, de femmes qui sont isolées, etc. Parce que j'ai travaillé dans une banque, donc je sais que les femmes entrepreneurs, elles ont beaucoup plus de stigma par rapport à elles-mêmes. Déjà. Elles vont avoir par rapport aussi à la société, comment est-ce qu'elle conçoit la position de la femme dans on va dire que dans l'écosystème en lui-même entrepreneurial, et etc. Beaucoup. Mais même en dehors de ça, il y a beaucoup de schémas qui ont été intégrés par les femmes qui font que, par exemple, ce qu'on avait remarqué, c'est que les femmes vont se ruiner avant d'aller voir une banque. Alors qu'un homme ne va pas sortir un sou de sa poche. Il va voir la banque au début. Tu vois. Donc les femmes vont se dire, c'est vraiment quand elles n'ont pas le choix qu'elles vont aller voir la banque, alors que l'homme, il va se dire, dès qu'il faut l'argent, il va à la banque directement, en fait. Directement. Donc ça aussi, ça a un impact sur l'entrepreneuriat des femmes, parce que elles viennent épuiser leurs ressources avant de demander plus de ressources, ce qui les empêche d'avoir plus de ressources, parce que quand tu viens et que tu as déjà hypothéqué, tu as déjà des dettes, la banque ne veut pas te prêter d'argent. C'est plus dur de trouver des partenaires, en fait. Donc, c'est un peu de briser ça. Les femmes ont vraiment un rapport différent avec l'argent, et la société aussi a un rapport différent avec les femmes autour de l'argent. Et on va dire beaucoup aux femmes, il faut économiser l'argent. Aux hommes, on va dire, il faut investir. Ah, c'est vrai. Tu vois? Vrai. Donc, c'est tout des schémas comme ça qui viennent influencer comment est-ce que les femmes approchent l'entrepreneuriat et les différents domaines. La finance de leur entreprise, les ventes. Oh non, mais il ne faut pas se mettre en avant. Ça va impacter comment est-ce qu'elles gèrent leurs employés et tout. Ce n'est pas nécessairement des faiblesses, mais c'est d'être au courant que ça peut se passer comme ça et de voir en fait comment est-ce que tu peux faire pour équilibrer, disons. Ouais, je vois. Je vois parfaitement. Donc, du coup, là, on est à la fin du podcast. C'était intéressant. Quel est le mot de fin que tu pourrais proposer ou donner à des jeunes, conseils pratiques ou des jeunes entrepreneurs, les femmes? Un mot particulier pour ces femmes. Ayez l'audace d'exécuter. L'exécution. Oui. Franchement, l'exécution, c'est là où le bas blesse pour tout le monde. Les femmes, oui, beaucoup, parce que... Tu vois, on va te dire, surtout quand les femmes veulent essayer quelque chose auquel les gens ne sont pas habitués. Ils vont dire, mais en fait, si tu as échoué, c'est à cause de ça. Donc, elles se disent tout de suite, il ne faut même pas essayer. Parce que... Tu vois, je vais leur prouver qu'ils avaient raison. Mais vraiment, ayez l'audace d'essayer, en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut absolument pas apprendre. Il y a des façons dont on ne peut pas grandir si on n'essaye pas. C'est pas possible. Si on avait voulu savoir pédaler sans avoir les petites roues, sans tomber, on n'aurait jamais appris, en fait. Donc, vraiment, pour tout le monde, ça prend beaucoup, beaucoup de courage. C'est vraiment l'élément numéro 1. Les gens vont avoir des tactiques, ils vont lire des livres, il va y avoir des gens qui les inspirent. Mais la grande différence, c'est les gens qui, vraiment, ils ont une idée, ils passent à l'action. Ils essayent, en fait. Ils essayent et ils s'ajustent. Ouais, le fait que tu ne réussisses pas du premier coup, c'est pas que tu es un échec, c'est que tu as approché le problème d'une façon qui n'a pas fonctionné. Approche-le d'une autre façon, en fait. Et ça, c'est vraiment autant pour moi que pour les autres, mais c'est ayez l'audace d'essayer, ayez un biais à l'exécution. On a une idée, on essaye. Quelle est la façon la plus simple qu'on peut essayer l'idée? Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à essayer. Il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde. Et je pense que le fait de se mettre à l'action te fera jauger si le plan est bon, si l'opportunité est saisissable, si les retours sont intéressants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils aiment. C'est vrai. Les personnes que je mentor, je sais pas ce que j'aime. Est-ce que tu as essayé quoi en fait? Marie-Claire a dit, il faut essayer. Et comment est-ce qu'on fait pour contacter Marie-Claire Asseco? Alors, contacter Marie-Claire Asseco, la plateforme phare, ça va être LinkedIn. Sur mon profil LinkedIn, vous avez le lien vers mes différentes plateformes. Donc, ma consultation transformation digitale. Wow. J'offre aussi du coaching en développement du leadership et gestion de la carrière productivité. Donc, ça va vraiment être sur LinkedIn, là, le meilleur moyen de me trouver. Et le nom de l'entreprise, le nom de la boîte? Alors, j'ai 2 boîtes. Meneva. Meneva, donc ça s'écrit M-E-N-E-V-A. Et le K,
inc.com. D'accord. Et de Kaizen GAL. Kaizen parce que c'est le principe d'amélioration continue qui est utilisé par les entreprises en manufacture. Donc, parce que moi, je suis tout en amélioration continue. .com, kaizengal.com. OK, d'accord. Durant ce podcast, j'ai appris des termes, j'ai eu des connaissances en rapport avec la transformation digitale, des outils essentiels. Et aujourd'hui, je me dis qu'il est peut-être pas impératif, mais il faudrait quand même savoir ce que c'est. Savoir que ça existe, savoir ce qui est possible. Voilà, quelles sont les possibilités, mais aussi comment est-ce qu'il faudrait passer de manière plus simple et quels sont les outils simples qui nous permettraient à nous, en tant qu'entrepreneurs, de tester cette transformation digitale et de jauger si ça nous convient ou pas. C'est juste ça, là. C'est vraiment ça. Est-ce que ça nous convient ou pas? Est-ce que ça nous convient ou pas? Est-ce qu'on arrête les frais ou on continue? D'accord. Ouais. Donc, merci beaucoup, Marie-Claire Assicot. Ce fait un plaisir d'échanger avec toi. J'espère pouvoir te revoir dans d'autres circonstances ou dans un autre podcast pour échanger aussi autour d'une thématique nouvelle. J'espère aussi. Hein. D'accord. Merci de m'avoir reçu. Bien des choses.